Bonjour, nous sommes le dimanche 7 décembre 2025 et frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, amis de la Côte d'Ivoire, j'inaugure aujourd'hui sur notre chaîne Mature Afrique une série de vidéos intitulée Pour la Côte d'Ivoire, du nom de mon premier livre publié en 1999. Et pourquoi le même nom? Parce qu'en fait, mes préoccupations n'ont pas changé. Ça fait donc 25-26 ans. Et souvent, je vais me référer à ce que je disais déjà à cette époque pour les différentes réflexions que nous allons conduire ensemble. Je voudrais, dans cette première, concernant cette série, vous donner les objectifs. Nous le savons tous, notre pays traverse depuis le retour au multipartisme politique en 1990 une grave crise de cohésion nationale. Notre nation est en péril. Même si ouvertement nous faisons semblant de ne pas y faire attention, nous savons tous que nos histoires de Baoulé, de Bété, de Djoula pèsent lourdement sur nos pratiques politiques et constituent de puissants moteurs intimes de nos actes et agissements, et ceci malheureusement jusqu'au sommet de l'État. Plus grave, la situation semble s'empirer avec les années qui passent. Et chaque bord politique a sa vérité sur les nombreux travers qui ruinent la cohésion de notre pays. C'est à s'y perdre quand on écoute les différentes chapelles, tellement les vérités des uns sont différentes de celles des autres. Situation très, très abrutissante, avouons-le, pour l'opinion publique ivoirienne en général. Il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux ivoiriens pour constater les dégâts, la pauvreté du débat et la confusion dans le récit de notre descente aux enfers. Sur les réseaux, il y a surtout des problèmes de personnes, des accusations mensongères, des injures. Et nos élites ont une grande responsabilité dans ce désastre. C'est un véritable affaissement national que nous vivons en Côte d'Ivoire. Quand ils sont dans l'opposition, les acteurs politiques de premier plan prétendent se battre pour la justice, la liberté, la démocratie. Et par la suite, font l'exact contraire quand ils sont au pouvoir, encourageant leurs militants et suiveurs dans la concurrence politique déloyale, dans toutes sortes d'incivilités. Quelle histoire de notre pays allons-nous laisser aux futures générations quand cette duplicité généralisée crée une confusion politique inextricable? Alors, le premier objectif de cette série appelée Pour la Côte d'Ivoire est de contribuer à la connaissance de certaines vérités importantes de l'histoire politique récente de notre pays. C'est-à-dire avoir au moins quelques repères qui prémunissent contre les mensonges et les manipulations. Le second objectif est de contribuer à la promotion du civisme, d'une certaine exigence intellectuelle et morale, d'un attachement à l'intérêt général et au bon fonctionnement des institutions que nous nous sommes données. Le dernier objectif, et non le moindre, est de demander publiquement quelques explications précises sur leurs actes à certains dirigeants. Oui,
Des actes qui, selon moi, ont contribué à ruiner la paix et la cohésion de notre pays. Ces dirigeants avaient peut-être de bonnes raisons qui ont échappé, qui nous ont échappé, qui ont échappé à l'opinion. Alors peut-être voudront-ils nous les fournir. Oh, disons que nous ne sommes pas un tribunal et personne n'est obligé de nous répondre. Mais l'opinion jugera et notre mémoire collective retiendra. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train d'écrire l'histoire des Ivoiriens. Et c'est quoi les Ivoiriens? C'est des peuples issus de différents espaces culturels, des Akans qui existent jusqu'au Ghana voisin, des Krous qui existent jusqu'au Libéria voisin, des Mandés qu'on peut trouver aussi en Guinée-Conakry, au Mali, même au Burkina, des Gours ou voltaïques qu'on peut trouver qu'on trouve au Burkina Faso et aussi dans le nord du Ghana. Donc nous sommes issus de différents espaces culturels à qui la France, à la fin du 19e siècle, a donné une communauté de destin. C'est-à-dire que c'est la France qui nous a mis ensemble dans cette espèce de territoire, ce carré qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La France nous a donné une communauté de destin. Nos destins désormais sont liés. À ces peuples autochtones, il faut le dire aussi, sont venus se joindre d'autres, principalement des pays voisins, mais parfois de plus loin, et même quelquefois de très loin, comme nos frères venus du Liban. À ces peuples, il appartient depuis l'indépendance du pays en 1960 de bâtir pierre par pierre, inlassablement, un vouloir vivre collectif. C'est-à-dire que nous sommes dans un cadre, la France nous a donné une unité territoriale et une unité politique, mais il nous appartient, depuis que nous sommes indépendants, de bâtir le vouloir vivre collectif. Ça veut dire que euh, cette volonté d'envisager notre futur de façon solidaire. Et tout cela afin de réaliser à la longue ce qu'on appelle une communauté d'affection, c'est-à-dire on s'aime tellement que nous voulons rester ensemble. Et c'est ça qu'on appelle en fait la nation. C'est ce qui se traduit trivialement dans l'expression bâtir ou consolider l'unité nationale. Et alors il y a comme ça un exemple qui me vient en tête parce que il faut savoir que sans la communauté d'affection, la démocratie est un leurre, une plaisanterie. J'ai l'exemple de l'Irak dans les années, je crois, euh, autour des années 2004. L'Irak, après la chute de Saddam Hussein, était dans un chaos indescriptible, un pays totalement divisé entre chiites, sunnites, kurdes. Il y avait chaque jour des attentats, les gens étaient en train de s'entretuer. Et les Américains qui, en ce moment-là, occupaient le pays, le président George Bush Jr. Se félicitait que l'Irak était en train de devenir une démocratie parce qu'ils étaient en train d'organiser des élections. Des élections où le candidat chiite a le nombre de voix équivalent à leur portion dans la société, le candidat sunnite pareil, le candidat kurde pareil. Mais ce n'est pas ça la démocratie. Et aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on peut dire que l'Irak est devenu une démocratie? Donc c'était ridicule le propos du président George Bush Jr. La démocratie, ce n'est pas seulement aller à des élections, c'est autre chose. Sans communauté d'affection, la démocratie est un leurre. Ces Irakiens qui se détestaient, étaient prêts à s'entretuer, mais ne pouvaient pas constituer une unité politique au sein de laquelle pouvait vivre une démocratie. Donc il faut bien le noter. Je le répète parce que c'est très important. Sans communauté d'affection, la démocratie est un leurre. Et l'instrument dont nous disposons pour pour poursuivre cet objectif de réalisation de la communauté d'affection, c'est l'État. Nous n'en avons pas d'autre. C'est l'État.
à condition bien sûr que les élites du pays soient assez cultivées et responsables pour l'investir principalement dans sa mission d'institution dédiée au service de l'intérêt général de l'ensemble des populations ivoiriennes. C'est grâce à son action au service de l'intérêt général que l'État tisse les solidarités qui fondent, qui unissent les différentes communautés. Quand l'État fonctionne bien, il unit les gens. Quand l'État est détourné pour servir les intérêts d'un clan, il ruine la cohésion nationale. Alors, frères et sœurs, parlons sans complaisance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Après ce préliminaire pour vous expliquer l'objet de cette série appelée pour la Côte d'Ivoire, dans la première vidéo, donc celle-ci, que j'intitule Babo nous doit des explications. Nous allons d'abord rebondir sur l'actualité offerte par les récentes révélations de M. Charles Blé Goudé et ensuite demander des explications sur le boycott actif meurtrier de 1995. M. Laurent Gbagbo, depuis 1990, est une figure majeure de notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il a eu l'honneur de présider pendant 10 ans. Aujourd'hui encore, Gbagbo affiche des ambitions politiques, puisqu'il dirige un parti politique. Le premier sujet concerne le respect des institutions de l'État et la trahison de la confiance du peuple. Alors, récemment, nous avons appris de M. Charles Blé Goudé des faits qui doivent interpeller les citoyens que nous sommes, à plusieurs titres. C'est quoi les faits? Nous savons tous qu'en 2007, à la suite de l'accord politique de Ouagadougou, conclu entre la présidence de la République et la rébellion, M. Guillaume Soro fut nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire par le président Gbagbo. L'espoir pour le pays était de voir se terminer cette rébellion qui divisait le territoire en deux depuis septembre 2002. Blé Goudé, comme chacun le sait, était le principal leader du mouvement appelé les Jeunes Patriotes, mobilisés pour la défense du régime Gbagbo. Cela lui vaudra d'ailleurs par la suite d'être le seul à comparaître avec Gbagbo devant la Cour pénale internationale de La Haye. À l'époque donc, il se trouvait que malgré la nomination de M. Soro comme Premier ministre, le pays était resté coupé en deux. L'administration nationale ne fut pas redéployée dans le nord. Les rebelles continuaient de percevoir impôts et taxes au nord, pendant qu'ils paradaient au sud avec en prime des fonctions officielles. Une situation inacceptable pour tout vrai patriote, incompréhensible, absurde pour tout esprit un tant soit peu rationnel. Alors, au cours d'une émission à la télévision nationale, la RTI, Blé Goudé, le leader des Jeunes Patriotes, déplore cette situation et demande que les rebelles déposent effectivement des armes afin que le pays retrouve son unité. Suite à cette intervention publique de Blé Goudé, il nous apprend aujourd'hui, en novembre 2025, qu'il fut convoqué au domicile de Dame Nadi Bamba par cette dernière qui était connue de l'opinion ivoirienne comme la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé répondit à la convocation et se retrouva chez Dame Nadi Bamba, finalement avec du beau monde, dont le président Gbagbo lui-même, ainsi que le premier ministre Soro. L'objet de la convocation était en quelque sorte un avertissement verbal à Blé Goudé, c'est ce qu'il nous apprend, de la part de Dame Nadi Bamba, qui lui reprochait sa demande de dépose des armes par les rebelles.
Elle réprimanda Blé Goudé et lui apprit que, pour répondre en quelque sorte, si les armes des rebelles tonnent, ça ne sera pas contre Babo. Elle exigea du leader des jeunes patriotes des excuses au Premier ministre. Blé Goudé s'exécuta, le tout, répétons-le, en présence du président Babo. Suite à cette intervention de Blé Goudé, il y eut de nombreuses réactions, certaines contre lui, d'autres à son soutien. Et ce qu'il ressort de toutes les réactions, c'est que personne ne conteste la tenue de cette réunion chez Dame Nadi Bamba en présence du chef de l'État Laurent Gbagbo en vue d'exiger de Blé Goudé qu'il présente des excuses au Premier ministre Guillaume Soro pour avoir demandé que les rebelles déposent les armes. La suite de l'histoire, nous la connaissons. Les élections présidentielles de 2010 se sont terminées dans une guerre post-électorale de près de 5 mois, avec près de 5000 morts, et appuyée par les forces internationales présentes sur le territoire, la rébellion, les rebelles de Soro, la rébellion a pénétré dans le sud, a pénétré le sud du pays, gagnant chaque jour des portions de territoire, jusqu'à sortir Babo du trou où il se cachait à la présidence. Alors, Babo nous doit des explications. Pourquoi a-t-il accepté que les rebelles gardent leurs armes après les accords politiques de Ouagadougou et la nomination de Soro comme Premier ministre? Première question. Deuxième explication qu'il nous doit. Si Babo avait de bonnes raisons de vouloir que les rebelles gardent leurs armes, parce que peut-être que, comme on l'a dit, Dame Nadi Bamba, il y avait un accord secret entre eux pour que les rebelles gardent leurs armes plutôt contre les adversaires de M. Babo. Alors, pourquoi a-t-il trompé la nation avec la grandiose cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale où on a vu un grand bûcher d'armes rendues par les rebelles? Ah oui, c'était une grande cérémonie, il faut s'en souvenir, les Ivoiriens. Une cérémonie qui s'est tenue à Bouaké où Babo et Soro étaient ensemble, où les rebelles disaient qu'ils déposaient les armes, il y a eu un bûcher d'armes, voilà, c'était terminé. Pourquoi donc a-t-il fait cette cérémonie pour dire aux Ivoiriens que regardez, la guerre est terminée, les rebelles vont déposer les armes, alors que réellement, il avait convenu avec eux de ne pas déposer les armes. Et enfin, pourquoi des affaires aussi importantes, relevant des plus hautes responsabilités au sommet de l'État, se règlent par la maîtresse du chef de l'État au domicile de la maîtresse du chef de l'État? Ivoiriens, soyons exigeants envers nos dirigeants. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer Babo. Ce n'est pas une question d'être Babo ou rien, ou tout sauf Babo. Il s'agit de nécessité de bon fonctionnement des organes de l'État. Nos pays ne s'en sortiront jamais si nous cautionnons ce genre de travers. Les affaires de l'État qui se règlent chez la maîtresse du président de la République. On ne fait pas n'importe quoi à la tête d'un pays. Et après, bon, on vient dire que c'est la France qui nous empêche d'avancer. Il faut être sérieux. Le deuxième sujet que nous abordons, c'est pourquoi le boycott actif de 1995. Rappelons qu'en 1995, l'opposant Laurent Gbagbo avait décrété le boycott actif de l'élection présidentielle au motif que le PDCI de Bédié avait disqualifié M. Alassane Ouattara de la compétition. Et donc, pour le compte du Front républicain, alliance d'opposition radicale qui unissait le Front populaire ivoirien de M. Gbagbo et le Rassemblement des républicains de M. Ouattara,
Donc, pour le compte du Front républicain, pendant que Ouattara était aux États-Unis, Gbagbo, sur le terrain, avait décrété le boycott actif sur tout le territoire national. Lui, Gbagbo, pouvait être candidat, mais puisque Ouattara ne pouvait pas être candidat, ben, il ne devait pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Ce boycott actif occasionna des centaines de morts à travers le pays, particulièrement parmi les paysans baoulés installés dans les forêts de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je me souviens à l'époque, j'avais vu des photos de massacres, des gens qui avaient des membres découpés à la machette. Le boycott actif fut une épreuve douloureuse pour la Côte d'Ivoire en 1995. Et Gbagbo a assumé ce bain de sang, selon lui, au nom de la lutte pour la liberté et la démocratie. Alors, nous savons que toute la seconde moitié de la décennie 1990 sera rythmée par la lutte de type insurrectionnel du Front républicain jusqu'au coup d'État de la Noël 1999. Il fut alors question de donner à la Côte d'Ivoire, avant les échéances électorales d'octobre 2000, une nouvelle constitution qui permette des élections ouvertes à tous, y compris, bien entendu, à Ouattara, puisque c'était sa situation qui posait problème. Pendant les mois, des délégués des partis politiques, de la société civile vont s'atteler à cette tâche destinée en principe à ramener la paix dans le pays. Malheureusement, l'application de la nouvelle constitution à la présidentielle de l'an 2000 s'est soldée par l'élimination, encore une fois, de Ouattara, ainsi que de Bédié et de tous les candidats de substitution du PDCI-RDA. Gbagbo se retrouve donc être le seul poids lourd politique en lice face au général Robert Guèye, président de transition et candidat sans appareil politique. Après les élections, après le déroulement du vote, face aux remontées des bureaux de vote qui annonçaient une large victoire de Gbagbo, le général Guèye fait arrêter la proclamation des résultats et se fait désigner vainqueur par le ministère de l'Intérieur au bout de quelques jours. Gbagbo conteste la victoire de Guèye et lance ses militants à l'assaut du palais présidentiel. Une partie de l'armée se met du côté des foules convergeant vers le palais présidentiel et Robert Guèye est contraint à la fuite. Et Gbagbo, dans le cafouillage, se déclare vainqueur des élections et se fait investir. Ouattara, qui n'a pas digéré son élimination, profite du désordre pour exiger de nouvelles élections ouvertes à tous. L'affrontement est inévitable entre les partisans de Ouattara et les militants loyaux au tout nouveau chef de l'État Gbagbo. Et les militaires, loyaux au tout nouveau chef de l'État Laurent Gbagbo. Cette crise post-électorale fera plus d'une centaine de morts, dont 60 à 70 corps retrouvés, rejetés dans la forêt du Banco, ce que notre histoire désigne comme le charnier de Yopougon. Il s'en suivra une atmosphère politique dégradée, plus que jamais, avec de multiples tentatives de déstabilisation du régime de Gbagbo, dont le complot de la Mercedes noire dès janvier 2001. Alors, en décembre 2001, il est organisé le Forum de la réconciliation nationale qui, permettant à chaque protagoniste de la tragédie ivoirienne de s'exprimer, de s'expliquer, devait permettre la réconciliation, sinon au moins l'apaisement. C'est dans son intervention au Forum de la réconciliation nationale que Gbagbo apprend à la nation ivoirienne que lui, Laurent Gbagbo, a manigancé lors des assises pour la rédaction de la nouvelle constitution afin que Ouattara et Bédié soient exclus de la compétition. Et tout cela sur un air goguenard, M. Gbagbo et ses partisans riaient. M. Gbagbo qui manigance pour que M. Ouattara soit éliminé. Je rappelle
que la non-candidature de Ouattara en 1995 fut la raison évoquée par le même Gbagbo pour engager le boycott actif, qui fit des centaines de morts. Des centaines de morts. Et c'est le même Gbagbo, qui nous dit qu'il a tout fait pour éliminer Ouattara de la compétition en 2000. Ce qui coûta à la Côte d'Ivoire encore plus de 100 morts. Alors, il faut que Gbagbo explique à la Côte d'Ivoire pourquoi a-t-il fait le boycott actif de 1995. Il faut qu'il nous explique. Bien sûr, chacun peut se faire une idée des raisons du président Gbagbo. Et même une idée sur ce que vaut ce monsieur sur le plan moral et intellectuel. Mais nous n'allons pas nous perdre en conjecture. Nous attendons les explications de Gbagbo sur cette situation. Pourquoi en 1995, il met le feu dans la Côte d'Ivoire parce que Ouattara n'est pas candidat, et qu'en 2000, il manigance pour que Ouattara ne soit pas candidat. Frères et sœurs, la prochaine vidéo de la série pour la Côte d'Ivoire sera en partie encore autour des révélations de Blé Goudé et aussi sur la vérité concernant la mort de Général Gueye-Robert. Je vous prie de liker, de commenter, de partager la vidéo afin que, ensemble, nous bâtissions et partagions une certaine culture politique sur la Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à Mature Afrique, merci de le faire maintenant. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.